Sur les faits de société, des enjeux, des réalités politiques, sociales et financières dans le milieu des arts et de la culture. Chaque semaine, Jérôme Pruneau a 10 minutes pour décrypter le sujet de son choix. Cette semaine, sa chronique En eau vive nous emporte dans une vie sans filet. C'est signé Jérôme Pruneau. Es-tu prêt, Jérôme? Mais oui, bien sûr. C'est ton tour. Bonjour, bonjour. Un petit merci à Robert de ce contrepoint si intelligent. Chères auditrices et auditeurs, nous voici naviguant à nouveau sur les eaux vives endiablées de Danscussion & Co. pour tenter, comme chaque semaine, de démêler l'écheveau d'une société toujours plus complexe, morcelée, parcellisée, et dans laquelle, en fonction de notre lieu de vie sur Terre et de nos valeurs, eh bien, il fait bon vivre. Ou pas. Par exemple, pour ceux qui aiment l'argent et le confort rassurant d'une surconsommation inutile, l'Amérique du Nord est un endroit fort agréable. Et somme toute, les gouvernements de ces sociétés dites modernes, technologiques et développées, vous avez entendu mes guillemets, travaillent en ce sens pour que chaque citoyen et chaque citoyenne s'y sente à son aise. C'est l'État social. Ainsi, dans le sillon des mouvements sociaux, de travailleurs largement exploités, bien qu'on puisse toujours se demander aujourd'hui où commence et où s'arrête l'exploitation des travailleuses et travailleurs, de nombreux pays ont développé des filets sociaux pour supporter les temps de crise ou de difficulté. Naissaient alors les assurances-emploi et autres pôles emploi de ce monde. La Belgique, toujours avant-gardiste, oui, ce sont bien les Belges qui ont inventé les frites au XVIIe siècle et non les Français, d'où mon étonnement à cette traduction locale de French fries et non Belgium fries. La Belgique, disais-je, mettait en place son système secours chômage dès 1915, quand le Canada emboîtait le pas 25 ans plus tard, mais 18 ans plus tôt que la France. Dit comme ça, on dirait un problème de maths de 6e année. Bref, il s'agissait par ces systèmes sociaux de couvrir les risques encourus par les travailleurs actifs de la société et de les aider en cas de coup dur, en les démarchandisant, c'est-à-dire en leur offrant une protection sociale en dehors du marché, sans dépendance au marché. Si ces couvertures sociales se veulent solidaires de la force active d'un pays, il n'empêche que la solidarité trouve ses limites envers certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleuses et travailleurs indépendants ou atypiques. Et là, vous me voyez venir avec ma très longue question du jour. Pourquoi les artistes, dont la rémunération médiane était en 2014 de 21 600 $ par an, soit 43% de moins que la population active, et de 12 641 $ pour les danseurs, ce que probablement la Kesha appelle la misère des danseurs, soit quand même 1053 $ par mois, loin finalement du seuil de pauvreté qui est à 24 000 $ par an. Pourquoi donc ces artistes, qui travaillent pour des raisons non économiques, communément désignées en sociologie comme du travail de vocation, pour citer Fredson, c'est-à-dire un travail dont le ressort premier est l'engagement, l'identification, plutôt que le revenu qu'ils génèrent, pourquoi donc ces artistes, dont le métier ne bénéficie d'aucun système formel de certification des compétences professionnelles, d'aucune protection statutaire du titre leur assurant un monopole d'exercice, et d'aucun contrôle sur l'évolution démographique de la profession, comme c'est le cas par exemple pour les enseignants, eh bien pourquoi donc les artistes, dont la création d'une œuvre artistique donnant accès à une rémunération requiert une part importante et récurrente de travail invisible, non rémunéré, j'entends par là la préparation, l'entraînement, les répétitions, la nécessité de perfectionnement constant, les activités de recherche et de développement artistique, d'idéation et de conception de nouveaux projets, de création, d'entretien des réseaux, on en parlait à l'instant avec Robert, de tout le temps consacré à la diffusion et à la recherche de nouveaux contrats, bref, l'ensemble de ce travail invisible non rémunéré, qui par ailleurs entre en conflit quand même avec les règles classiques de l'assurance chômage, puisque justement il n'est pas rémunéré, donc pas comptabilisable dans les droits. Eh bien, pourquoi ces artistes, dont les univers sont traversés de toutes parts, comme nous le voyons, par le risque, au sens pluriel du terme, qu'il soit financier, de fluctuation, de sous-emploi, de maladie, de parentalité, d'avancée en âge ou d'accident de travail, car le risque est aussi physique. Je rappelle que chez les danseurs, la fréquence des blessures accidentelles est comparable à celle des sportifs professionnels. Pourquoi ces artistes, pour qui finalement, tant l'activité que la rémunération sont sujettes à l'imprévisibilité, donc à l'intermittence, eh bien pourquoi ces artistes, attention c'est la chute, n'ont pas de protection chômage spécifique à leurs conditions, dont on vient de voir, je pense qu'elle est spécifique. Pause, je reprends mon souffle. Alors, encore une fois, les artistes semblent être les parents pauvres d'une société qui, si elle leur donne le droit d'exercer leur art et y contribue parfois via quelques subventions, les considère rarement finalement comme une classe spécifique et méritante au point de les soutenir lors de moments difficiles de leur vie professionnelle. C'est parce que c'est quand même pas mal difficile toute l'année pour eux, non ? Alors, pour des raisons qui tiennent à son histoire et à la tradition associative dans ce secteur,
Le Québec a choisi pour sa part de considérer les artistes comme des travailleurs à leur compte, indépendants. Cette option a conduit à la création d'un régime original de rapport collectif de travail qui a permis à ce jour la signature quand même de quelques 700 ententes collectives codifiant des conditions minimales de travail et de protection sociale. Mais pour autant, même s'il existe, ce système par régime d'assurance n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. D'une part, les artistes qui occupent plusieurs fonctions cotisent à plusieurs régimes. Or, l'accessibilité à ces régimes exige un minimum de revenus tirés de l'activité de l'artiste. Ce qui fait que les artistes pauvres se retrouvent avec un niveau minimal de protection, alors que ceux qui cumulent plusieurs types d'activités artistiques sont désavantagés parce qu'en l'absence de passerelle entre le régime d'assurance collective, eh bien, ils n'ont souvent accès qu'au niveau minimum de protection dans chacun des régimes. Au final, d'un côté comme de l'autre, vogue la galère, la protection sociale n'étant pas suffisamment adaptée aux particularités de cet emploi si atypique. C'est pas faute de l'avoir dit, mais ô combien essentiel à nos vies embourgeoisées dans du coton ouaté. D'autres pays ont préféré d'autres systèmes, comme c'est le cas en Belgique, et oui, encore la Belgique, en France ou en Allemagne, où des politiques particulières à l'égard des artistes ont été développées. Ces pays ont par exemple décidé de protéger majoritairement leurs artistes en les assimilant à des travaillés. C'est ce qu'on appelle la présomption de salariat, même si ça sonne un peu bandit quand même. Ce qui leur donne accès à une protection sociale beaucoup plus complète. C'est par exemple en France le fameux statut d'intermittent du spectacle qui, même s'il propose des avenues intéressantes, est toutefois rempli lui aussi de failles. Au final, d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, les artistes, en plus de traîner souvent une perception de bohème vivant au crochet de la société, d'être dans tous des métiers peu reconnus, de galérer sans fin pour attacher les deux bouts, de devoir travailler leur art constamment de façon invisible et improductive, au sens du marché, pour rester justement créatif et compétitif, de cumuler les risques multiples comme nous l'avons vu. Eh bien, les artistes vivent leur vie sans filet. La société ne leur tend pas les cordes du dernier secours pour les empêcher de tomber. Une blessure, une maladie, un semestre sans vente et tout s'écroule. Les eaux calmes et tranquilles du confort made in America, made in Occident devrais-je dire, se transforment rapidement en torrents de boue dévastateurs aux conséquences désastreuses. Combien en ai-je vu dans mon bureau, moi qui les accompagne inlassablement toute l'année pour leur transmettre le brin de l'espoir, combien en ai-je vu s'effondrer au point de vouloir ou de devoir renoncer à leur passion, passion qui est à leur vie ce que le cœur est à l'homme, son souffle. Chères auditrices et auditeurs, si collectivement il nous incombe de prendre soin de ceux qui sont dans des vies parfois précaires et risquées, certes par choix, mais qui travaillent à embellir la laideur de nos mondes, au sens où l'immoralité pécuniaire du profit sans fin dépasse notre conscience collective au point de ne plus prendre soin de notre propre maison, la terre, si collectivement il nous incombe d'être pénétrés par les arts pour notre bien-être physique et mental, ce que d'ailleurs la science est en train de démontrer, si collectivement enfin il nous incombe d'aimer ceux qui libèrent nos cages dorées par leur corps dansant, leurs regards photogéniques, leurs tableaux illustres ou leurs sons évocateurs d'émotions, alors que nous sommes loin de les reconnaître à leur juste valeur sociale, eh bien je vous le dis, aimons-les profondément comme ils en ont besoin, car ils en ont besoin. C'est ce que faisait d'ailleurs le grand Jacques, notre ami éternel belge lui aussi, en leur chantant « Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage ». Allez à Jacques Taest. À tout bientôt. À la semaine prochaine, surtout Jérôme Pruneau, sur Danscussion & Co à choc.ca.